Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. En tête à tête avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, un peu plus tard, on reçoit Jean-François Roberge à l'émission là, qui va parler de sa baisse des seuils d'immigration permanente. Il veut vraiment couper l'herbe sous le pied du PQ, c'est assez clair. Là. Bien, à partir du moment où tu as le chiffre 25 000, comme c'est entre 25 et 45, c'est comme OK. Puis il y a un peu un phénomène où à chaque fois qu'on est. T'sais, moi, je comprends pas cette logique de dire on va baisser les seuils à 35, 45 000, quand dans les faits, on n'a pas réussi une seule fois dans les dernières années à en accueillir moins que 54 000. Fait qu'on va arrêter de faire semblant. Là, là 17 fois, c'est vrai. Là. C'est ce qu'on dit. Là. Oui, mais ça, c'est comme l'alcoolique qui dit « je vais arrêter de boire mon minou ». Ouais. Je veux dire, à un moment donné... Puis, il y a un problème là-dedans. Puis moi, je sais que c'est très idéologique comme débat, l'enjeu sur l'immigration. Moi, j'essaie de le regarder le plus factuellement possible pour me faire une tête. La réalité, c'est que nos entreprises, nos PME, ont besoin de dépendent de main-d'œuvre étrangère. OK? Là, enlevons là, toutes les Tim Hortons, les McDo, puis les AEW entre Gaspé puis Rigaud, là, qui font appel à de la main-d'œuvre étrangère, qui est du cheap labor, qui rentre par les problèmes du fédéral, le PMI, puis etc. Prenons là, vraiment la vraie main-d'œuvre étrangère dont ont besoin nos entreprises. Ce monde-là, là, ils sont là. OK? Dans les régions, ils font venir des francophones en général, d'Afrique, beaucoup, d'ailleurs. Mais alors, ce monde-là, ils ont déjà un appartement, ils prennent déjà leur cours de français, puis ils ont déjà un job. Puis là, tu vas dire, c'est eux, le problème, c'est les travailleurs étrangers temporaires. Fait qu'on va baisser les seuils d'immigration, puis on va continuer à avoir une roue de travailleurs étrangers temporaires. On va rester dépendant à cette logique-là qu'ils ne sont ici que temporairement. Le Québec a un problème démographique. Ben oui. Le problème, l'an prochain, si j'ai bien lu les recherches, on va être face la première année où il va y avoir plus de décès que de naissances. Alors, on a besoin d'immigration. Oui, il y en a eu trop. Oui, il y a trop de demandeurs d'asile. Oui, il faut retrouver un équilibre. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais est-ce que la solution, c'est de continuer à laisser aller la roue des travailleurs étrangers temporaires en région, puis en plus de baisser les seuils permanents? Je suis pas certaine. Le ministre, jusqu'ici, ne m'a pas convaincue. Parce qu'il y a quand même, il faut le dire, là, il y a quand même 2 études qui ont été publiées cette semaine, une des HEC, une de l'Institut du Québec, qui disent exactement le contraire. Ils disent on a besoin de 90 000. Il dit, sevrons-nous de cette roue de main-d'œuvre temporaire? Ceux qui sont ici et qui veulent rester, donnons-leur la résidence permanente, montons les seuils à 50 000 ou 60 ou 70. Dans les faits, tu ne montes pas vraiment. Le monde sont déjà ici, là. Tu sais, je veux dire, Mario, qui vient de Cuba ou de je sais pas où, ou du Congo, qui travaille dans une entreprise en Beauce, il a déjà son appartement, sa femme est déjà là, ils ont déjà les soins de santé. Tu n'augmentes pas le poids sur nos services. Mais au moins, il reste, il est là, il est casé, il a sa job, il a appris le français, il va s'intégrer. Alors que là, c'est comme si tu continues à avoir cette logique de 2 tracks plutôt que de travailler à ramener un équilibre dans le système. Mais effectivement, mais je pense que c'est électoraliste peut-être. Là, ils veulent couper l'herbe sous les pieds du PQ. Bien, c'est l'avantage d'y aller avec la double track, si tu me permets. C'est que tu ne te mets pas à dos toutes les entreprises qui veulent continuer à bénéficier de la filière de main-d'œuvre temporaire parce que sinon, ils ne peuvent pas remplir leurs commandes puis faire fonctionner leur entreprise. Puis en même temps, tu as l'air de baisser les seuils, donc de concurrencer le Parti québécois. Alors que, est-ce que la meilleure chose à faire, ce serait pas de retrouver un équilibre entre les 2 tracks, comme je les appelle, puis qu'on arrête, puis qu'on retourne à un rythme plus normal, plus sain, moins compliqué. T'sais. Et que ça règle pas la question des demandeurs d'asile. Non, mais ça,
je veux Et dire... est-ce que tu es d'accord, puis je reprends l'argument de Mathieu Bock-Côté, que peut-être M. Legault aurait dû peut-être en parler à Carney, puis essayer de dire, ben, tu sais, donne-nous davantage de pouvoir en immigration si tu veux qu'on travaille ton projet de grande économie unifiée, tout ça? Non, mais moi, si je me mets à la place d'un premier ministre libéral fédéral, je dis, regarde, tu veux pas embarquer, mon minou, vas-y, là. Les milliards que je t'aurais donnés, là, j'en ai 10 autres en arrière, là. Une chose à la fois, là. Là, on gère l'économie, on gérera de l'immigration. Après, le Québec a aucun levier sur l'idée de forcer Mark Carney. Puis dans les faits, M. Carney a annoncé quand même qu'il veut serrer la vis. Là, le gouvernement Trudeau, on ne lui donne pas le crédit parce qu'il l'a fait trop tard, puis il a débalancé le système. Mais dans les faits, le gouvernement Trudeau, dans sa dernière année, a baissé les seuils à 375 000, si ma mémoire est bonne, donc avant la pandémie, et veut a fixé comme cible de rabaisser sérieusement le nombre de résidents temporaires. Et alors, on a refermé toute la filière des étudiants étrangers qui met la plupart des universités du Canada anglais en faillite en ce moment, à cause de ça. Puis de refermer aussi toutes les règles sur les travailleurs étrangers temporaires. Donc, le travail, le gouvernement fédéral le fait. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que ça va donner les résultats escomptés? Je ne sais pas. Mais la décision politique là, de resserrer la vis partout puis de remettre ça sur une traque beaucoup plus saine, le gouvernement fédéral le fait. Le problème, c'est qu'on est pris ici avec le laxisme des années Trudeau. Puis tu peux pas prendre du monde qui sont en attente de leur audience devant la commission des réfugiés, les mettre sur un autobus puis les envoyer à Saskatoon. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire. Puis dans le contexte actuel, le Québec est immensément désavantagé parce que c'est par ici qu'ils rentrent, c'est par ici qu'ils passent. Puis de manière assez disproportionnée, n'empêche que le problème aussi, c'est que c'est difficile de convaincre l'Ontario ou la Colombie-Britannique en particulier de les prendre parce que depuis qu'on a à partir du moment où Roxham a été fermé, ces filières-là, là, tu sais, d'exploiter notre droit d'asile pour essayer de se faire une nouvelle vie dans un meilleur pays, ils n'arrivent pas tous à Dorval, là. Ils arrivent à Pearson. Ils arrivent à Vancouver. Donc, toutes les autres provinces où ils ont des grands aéroports internationaux ont vu leur nombre de demandeurs d'asile. Et il y en a qui utilisent la filière des étudiants étrangers aussi. Oui, mais ça, M. Carney est en train de la refermer en disant, si vous êtes au pays depuis 1 an, vous ne pouvez plus faire de demande. Donc, l'idée, là, c'est que les étudiants indiens, là, ben, tu ne peux pas venir ici faire semblant d'étudier et faire ta demande. Puis ça, moi, je trouve que c'est assez habile parce qu'en le mettant... Là, en ce moment, le problème, c'est les étudiants indiens. Puis là, si tu mets des visas sur les Indiens, tu pars une chicane avec l'Inde, puis tu sais, c'est comme... Si tu mets ça dans un cadre comme ça, vous ne pouvez pas débarquer ici, passer 1 an, puis après ça, décider, tu sais, j'aime ça, je vais rester. Ça donne toute la flexibilité à l'État fédéral pour s'ajuster. Parce que là, c'est les Indiens, mais dans 1 an, est-ce que ça va être les Pakistanais? Puis dans 2 ans, est-ce que ça va être, je sais pas, les Indonésiens ou un autre? Mais là, quand tu vois les phénomènes émerger, de toute façon, la règle, elle est là. Puis je pense que c'est plus serein comme, et rationnel et flexible, surtout, comme façon d'agir. L'UPAC a annoncé qu'ils ont ouvert une enquête, finalement, pour corruption sur Saclic. Oui, mais on n'est pas surpris. Je veux dire. Mais est-ce que... je pense qu'il y a... Le politique ne peut demander aux forces policières d'enquêter sur quiconque, tant mieux, là, parce qu'il y a une séparation des forces de l'ordre et du politique. En même temps, tu as un rapport de la vérificatrice générale qui soulève beaucoup de drapeaux rouges sur la façon dont les fonds publics ont été dépensés, sur le fait que... Et là... Est-ce qu'il y a eu des malversations ou est-ce qu'il y a eu Est-ce que le copinage, parce que c'est pas illégal, a mené à ce que des gens surfacturent et tout le reste? Le défi pour l'UPAC, je veux juste rappeler, c'est que tout ce qui est dit devant la commission d'enquête ne peut pas être utilisé. Ben oui, il faut refaire, il faut que l'UPAC refasse. Puis il faut que l'UPAC démontre qu'ils y sont arrivés par leurs propres moyens. Fait que c'est pas seulement de dire, hey,
un tel a témoigné ceci, je vais aller voir. Ah oui, tiens, c'est là dans le dossier, je l'ai trouvé. Il faut qu'eux-mêmes remontent la trace jusqu'au... Alors, c'est immensément complexe comme enquête. Puis je vais donner un exemple. C'est la raison pour laquelle, dans le cas des commandites, par exemple, où on s'est mis à lever le voile, puis je ne suis pas en train de dire que c'est exactement la même chose. Je suis en train de faire la comparaison enquête publique, force policière. Dans les commandites, il n'y a pas tant de personnes que ça qui, finalement, ont été accusées et condamnées au criminel. Parce que remonter la trace pour avoir une preuve assez solide dans les enquêtes de corruption, c'est immensément onéreux. Mais bon, je pense que ça rassure tout le monde, puis ça rassure le public que l'UPAC le fasse. Puis c'est une façon assez habile pour Mme Guilbeault de créer une manchette aujourd'hui autour de « j'ai redemandé à l'UPAC et je suis là », hein? Puisque plus on est là-dedans, moins on pose des questions sur coudonc, qu'est-ce qu'elle a fait tout le temps où elle était ministre. Puis... En terminant, Carney aurait eu des discussions secrètes avec Trump. Ils se sont parlé de... Je me demande, hein? Moi, je suis pas surprise dans les faits. C'est le but d'établir une relation entre un président et un premier ministre. C'est qu'à un moment donné, tu es capable d'établir des canaux de communication qui sont directs. Et de toute façon, la seule personne qui décide, c'est Donald Trump. Puis c'est un peu ça le problème. Je veux dire, Dominique Leblanc peut avoir un deal avec Howard Lutnick, le secrétaire au commerce. Si Trump se lève du mauvais pied puis dit « j'en ai rien à foutre », c'est là que tu es. Et ce qui n'est pas clair, c'est qu'est-ce qu'on négocie vraiment, puisque la seule phrase qu'utilise le gouvernement Carney, c'est de dire une entente globale sur le commerce et la sécurité. On comprend que ça couvrirait une entente sur les tarifs globalement pour que les Américains retirent leurs tarifs, contre quoi on leur donnerait quelque chose. Convaincu, je mets ma main au feu, que ça inclut tout l'argent, toutes les mesures qui ont été déposées dans le projet de loi sur la frontière plus tôt cette semaine, inclut des engagements massifs sur le front des dépenses militaires. D'ailleurs, le ministre de la Défense est la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles cette semaine. Il a confirmé qu'on est en train de revoir tout le financement de la défense et de nos investissements capitaux. Une place pour le Canada, un plus grand rôle dans l'Arctique, par exemple. Puis c'est sûr qu'on veut trouver une façon d'en arriver à une entente avant le G7, parce que ça permet d'assainir le climat autour du G7. Ça permet surtout à Donald Trump d'avoir une victoire. Mais là, Trump a d'autres chats à fouetter. Oh my God, ça se peut pas, hein? Avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, c'est là. comme un feuilleton. Musk qui dit Trump est mêlé dans l'affaire Epstein, le trafic. Non, mais tu sais, c'est la destruction mutuelle assurée, là. C'était pressenti que le jour où le divorce aurait lieu, il serait violent, là. Mais là, pour te dire à quel point ces tarifs, là, c'est un peu n'importe quoi. Il a dit, on va arrêter d'abord de financer toutes les entreprises d'Elon Musk. Et ça, c'est pas un plan économique, c'est rien que parce qu'il est en crise contre l'autre. Oui, mais la réponse de Musk est magnifique. Il dit « Be my guest ». Pourquoi? C'est les fusées de qui amènent le monde dans l'espace en ce moment? Non, mais pour te dire que toutes ces décisions, ce ne sont que des décisions irrationnelles, sans aucune base, là... concrète, c'est émotif, caractériel, exactement. Oui. Alors, où ça va aller, cette histoire-là? Mais il arrive le 50 là, il a fait ça pour négociation, puis après ça... moi, je suis convaincu que les 50 sur l'acier, c'est purement... Même si je comprends philosophiquement que Donald Trump veuille chercher une façon de casser, en particulier, l'industrie de l'aluminium. Pourquoi? Je faisais une conférence sur un autre sujet, mais je suis allée vérifier. Depuis 1994, donc la signature de l'ALENA, la capacité de production d'aluminium aux États-Unis a chuté de 80 %. Ça a été repris par le Québec à cause de notre électricité, de cette expertise qu'il y a ici. Donc, il y a cette perception que ces ententes économiques-là ont amené une fuite de capitaux et une fuite de travail hautement qualifié des États-Unis. Et c'est ce que veut rectifier M. Trump. Là, maintenant, il y a une façon intelligente de le faire, puis il y a une façon qui passe par la destruction massive et tout le reste. Lui, il est plutôt dans la technique de la destruction massive. Exactement. Merci, Emmanuel. Ça fait plaisir. Bye.